Bienvenue à Ose ton monde sur la chaîne qui met en lumière ces personnes qui osent vivre ce qu'elles ont envie de vivre dans ce monde et qui le partagent. Et aujourd'hui, j'accueille Vanessa Soleila. Vanessa, tu es un peu une expatriée du Lot car je t'ai rencontrée à l'époque dans le Lot, donc c'est pour ça que je t'interviewe sur cette chaîne qui est réservée un peu au sud corésien et nord lotois. Donc, je suis venue te chercher là jusqu'à 7, où tu es. Bonjour Vanessa. Bonjour Corinne, je suis ravie de te retrouver. Et ben moi aussi, je suis ravie que tu aies accepté cette proposition. Et en fait, Vanessa, moi je t'ai rencontrée il y a quand même maintenant quelques années et tu as fait un sacré chemin. Voilà, on fait tous du chemin, mais il y en a qui vont, voilà, qui font des chemins assez impressionnants parfois. Et notamment, moi, quand je t'ai rencontré, en fait, tu étais maçonne à l'époque et tu faisais des enduits de terre. Et maintenant, je te retrouve et tu es chanteuse, tu es auteure, en passant par thérapeute et par peintre. Il s'en est passé des choses, quoi. Et, comment c'est arrivé tout ça? Comment tu as rencontré ces différents aspects de toi? Oh là, ouais, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je travaillais dans l'éco-construction, c'est vrai, et je vivais dans ce coin merveilleux que tu connais très bien, la Corrèze, le Lot. Ces belles campagnes qui sont alternatives, qui sont vivantes, vraiment. C'était des années vraiment superbes. Et alors après, comment ça s'est fait? C'est vrai que là, de passer de la- ouais, des chantiers, parce que c'était ça, hein, des chantiers en éco-construction à aujourd'hui, je fais des concerts, j'ai produit un album, je fais, voilà, je fais d'autres choses. Ben ouais, c'est tout un. Là, je crois qu'il y a bien, il y a plus de 15 ans déjà qui se sont écoulés, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a bien 14, 15 ans, oui, tout à Oui, fait. J'étais en train d'essayer de voir tout à l'heure. ouais. Je pense qu'il y a bien 15 ans qui se sont passés, donc il s'en est passé des choses en 15 ans. Et déjà, le fait d'être maçonne et de mettre la main à la pâte, d'être sur des chantiers, de faire des enduits, d'être dans l'éco-construction, pour moi, c'était un défi à cette époque-là qui était déjà énorme parce que je venais pas du tout de ce milieu-là, parce que voilà, et ben voilà, je me suis lancée, je me suis dit, j'ai envie d'expérimenter. Et voilà, et moi c'est un peu mon truc, c'est ben voilà, j'ai envie de faire les expériences que cette incarnation nous permet. Et du coup, et ça aussi c'est parce que c'est comme ça que je suis faite moi. Euh, euh, enfin, voilà, notre âme, elle a une partie quand même qui est un peu programmée. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, dans mon programme de base, c'était pas écrit que j'allais faire tout le temps la même chose. Autant je pense qu'il y a des gens pour qui leur équilibre va être atteint s'ils sont vraiment en sécurité dans quelque chose qu'ils vont mener toute leur vie, avoir le même travail, vivre sur le même lieu, et c'est ok, parce que on est tous différents et chacun Mhm. a vraiment son challenge à lui, son parcours à lui. Alors peut-être que dans d'autres vies, j'étais plus effectivement à avoir une chose à faire et à m'y tenir. Et peut-être que du coup, dans cette vie-là, ben, j'expérimente autre chose, quoi. J'expérimente le fait de changer, le fait voilà, d'avoir d'autres expériences, des expériences très différentes les unes des autres, ça c'est vrai. Et peut-être que c'est ça, en fait, c'est même pas peut-être, c'est que je ressens que c'est ça que finalement mon être profond c'est de ça dont il avait envie. Et c'est comme ça qu'il s'épanouit. Donc, en se remettant en question. Mhm. Le fait d'arriver à une zone de confort, pour moi, il y a un moment où la zone de
confort devient inconfortable et où je sens que j'ai quelque chose, j'ai un cap à passer, mais que ça va me demander de lâcher des choses que je connais et des zones de sécurité. C'est pas des moments super faciles à chaque fois, les transitions entre mes différentes vies, parce que avant de faire l'éco-construction, j'étais animatrice du patrimoine, je travaillais pour le ministère de la Culture, j'étais conférencière, voilà, ça n'avait rien à voir, c'était un travail voilà, qui était épanouissant mais très très différent. Voilà, et à chaque fois, voilà, c'était vraiment, je lâche une branche, je sais pas où je vais après, mais voilà, je vais voir. Au moins, je vais essayer. Et si je me ramasse, ben, c'est pas grave. Au moins, j'essaye, quoi. Donc, voilà. Et après, Est-ce que ouais. est-ce que tu as l'impression que ces différents talents, ces différentes aptitudes étaient déjà là en toi? Ou est-ce que ça se réveille petit à petit, tu n'as pas du tout d'idée et tout à coup, paf, il y a quelque chose qui surgit et voilà, comme tu es arrivé à la peinture et puis de la peinture vers le chant, mais il y a aussi tout cet aspect aussi spirituel. Donc, c'est une multitude de choses. Bon, on est tous multiples, hein, c'est clair. Est-ce que tu pressentais déjà tout ça en toi au départ? Ah ouais, c'est une très bonne question. Je Aujourd'hui, je crois vraiment en fait que tout était déjà là. Mais il faut du temps pour que la conscience active les choses qui doivent s'activer à certains moments clés de la vie. Donc, euh, par exemple, je prends l'exemple du chant. Moi, j'étais pas du tout une petite fille qui chantait. J'étais plutôt une petite fille et une adolescente qui était vraiment, qui disait jamais rien, qui était très calme, euh, et qui avait énormément de mal à s'exprimer, énormément de mal à s'exprimer. Donc, par exemple, chanter devant, je me souviens, on avait des cours de musique au collège et on apprenait des chants. Et à un moment donné, on était noté sur le chant. Et donc, bah là, on devait se lever et puis chanter notre chanson et devant la prof et puis devant les autres. Et pour moi, quand je savais que c'était mon tour, ben, j'en dormais pas pendant une semaine avant, parce que j'étais d'une timidité vraiment extrême. Et, euh, Mhm. et si on m'avait dit à ce moment-là que aujourd'hui, bon là maintenant j'ai 44 ans, hein, aujourd'hui ben, je me retrouve devant un public avec un musicien, avec mon petit micro, et je chante. Et je dis pas que c'est facile. C'est absolument pas facile. C'est-à-dire en fait que les peurs sont toujours là. Alors évidemment, je suis pas tétanisée comme quand j'étais petite. Ça, c'est sûr parce que la petite fille, elle a processé plein de choses et justement, elle est allée ben, les contacter, toutes ces peurs. Et toutes ces peurs, elles m'ont permis, parce que j'étais quand même bien coincée dans mes peurs, bien limitée quand même, hein, en tant que petite fille, adolescente et jeune adulte. Donc, j'osais pas du tout. Et c'était le contact, la relation à l'autre, le fait d'exprimer qui je suis était extrêmement, extrêmement compliqué. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, à un moment donné, qui m'a challengée, parce que je me suis dit, je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Mhm. Donc, je me suis mis des petits défis déjà, en tant que jeune adulte. Je m'étais mis le défi pour vaincre ma timidité, et bien, de me porter volontaire quand j'étais à la fac, parce que j'ai fait des études, ben, je me portais volontaire pour faire des exposés en amphithéâtre devant 500 personnes. Et donc, Mhm. j'en dormais pas la veille, j'étais tétanisée. Quand j'arrivais devant l'amphi, j'étais tétanisée, mais je me disais, ben, tu as peur, soit, mais vas-y. Parce que je voyais pas d'autres moyens, en fait.
Sinon, j'allais rester dans mon petit coin et j'avais pas vraiment envie de ça, en fait. Donc, il y avait un désir de dépassement en fait de soi, hein, oui, tout à depuis fait. toujours qui est là. Voilà, il y avait quelque chose qui me disait vas-y quand même, parce que tu as t'as des choses à dire, alors vas-y. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quand je me mets devant un public, mais que ce soit un petit public, parce que je fais pas non plus des grands concerts, hein, mais que ce soit un petit public ou dans un festival ou dans un concert dans un lieu, dans une salle, j'arrive avec la peur. Je suis, euh, je suis toujours avec, même si elle est beaucoup moins, même si elle me tétanise moins. Mais je me suis retrouvée l'année dernière dans des conditions, dans un festival où il y avait quand même du public devant. On était vraiment en condition de scène, vraiment avec les lumières, avec le régisseur de son, avec euh, plein de choses qui sont très impressionnantes pour quelqu'un comme moi. Avec mon background, avec moi, ma signature vibratoire telle qualité quand je suis arrivée sur cette terre, qui n'était pas du tout une signature vibratoire de la chanteuse qui est à l'aise, tu vois. Non, c'était très, très... moi, dans ma signature vibratoire de naissance, c'est plutôt très, très introverti, avec du mutisme et des fermetures au niveau de mon expression. Et bien... 40 ans plus tard, je me retrouve dans cette situation-là d'aller sur une scène et, euh, et les 10 premières minutes du concert, j'avais ma main et j'avais mes jambes qui tremblaient. Donc en fait, la peur, elle est toujours là, sauf que je fais avec maintenant. Je suis tellement consciente qu'elle est utile à quelque chose, qu'elle ne m'emprisonne pas finalement, que j'en fais une alliée, que c'est une partie de mon être en fait. La Vanessa qui a peur, elle est là. Je vais pas la renier, je vais pas, tu vois, je veux pas la nettoyer, je veux pas m'en purifier, je ne veux même pas m'en guérir, parce que ça, j'ai essayé de le faire pendant des années, de la guérison, enfin, me guérir de cette peur, aller voir dans, euh, dans, dans toutes mes vies, dans tous les espaces-temps auxquels j'ai eu accès. Donc là, on parle des vies antérieures, toutes les incarnations qui ont pu être à l'origine de cette fermeture, tu vois, au niveau de mon chakra de la gorge et de cette peur de s'exprimer. Et effectivement, eh ben, j'en ai vu plein. Et on en a tous plein finalement. On a tous eu des endroits dans d'autres espaces-temps où on a été traumatisé et où on a souffert et on s'est complètement tétanisé. Voilà. Bon, j'ai passé quand même pas mal de temps là-dedans, mais aujourd'hui, je vois bien qu'en fait, même si tout ça est très intéressant, eh bien, j'ai plus envie d'essayer de m'en guérir, en fait. J'ai plus envie d'aller fouiller d'où ça vient, cette peur. En fait, elle est là. Oui, oui. Moi. Enfin, c'est un processus intéressant parce que euh, aujourd'hui, tu vois, si je me retrouve à, à devoir chanter devant un public, eh bien, et si j'ai peur de le faire, et peut-être que j'aurai peur jusqu'à la fin de cette expérience-là, de l'expérience que je suis en train de vivre de chanter. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette expérience. Ça se trouve, dans 6 mois, ça me passera et je passerai à autre chose et je suis OK avec ça. Je m'attache pas, tu vois, je m'identifie pas à ce que je suis en train de vivre. Je m'identifie pas à être une chanteuse d'ailleurs, en fait. Pour l'instant, je vis cette expérience. Elle m'est donnée à vivre, donc bon, ben, je la vis du mieux que je peux. Mais je m'y attache pas non plus. Je m'identifie pas non plus parce que je vois bien que ça peut m'emmener dans des choses qui vont me dévier de ce pourquoi, en fait, du plaisir et de l'amour que j'ai à le faire. Et j'ai pas envie que ça s'éteigne. Donc voilà. Mais Et est-ce que du coup,
Oui. Donc, euh, si cette peur, elle s'éteint, est-ce que ce serait pas justement un signal que peut-être c'est fini? Ah, peut-être. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement, si ça devient quelque chose de banal, peut-être Hmm. que, effectivement, l'expérience, ça, j'ai pas la réponse parce que ça c'est l'avenir qui le dira, mais effectivement, ça pourrait se passer comme ça. Et pour l'instant, j'ai encore peur et en fait, je fais avec. Et quand je me présente pour un concert, alors, je ne me présente pas en disant bon, que j'ai peur, mais en tout cas, intérieurement, ce que je me dis, je me dis, bon, ben voilà, là maintenant, je suis là. De toute façon, là, j'ai plus le choix, hein, je ne peux plus faire marche arrière, je suis là. Je suis devant ces gens. Je me dis, ben voilà, je suis celle qui a peur et je suis celle qui n'a pas peur, en fait. Je suis les deux. Je suis les deux en même temps. Parce que je vois bien qu'il y a une partie de moi, en fait, qui est au-delà de la peur. Elle est au-delà du programme, du système, tu vois, de ma matrice individuelle. Mhm. Elle est dans des plans qui sont au-delà de la peur. Et il y a la partie de moi qui est dans l'incarné, dans ma matrice individuelle, dans mes systèmes, et donc dans la peur. Et maintenant, j'arrive à me ça me fait du bien tout simplement de me dire, ok, je suis celle qui a peur et je suis celle qui n'a jamais eu peur. Je suis les Hmm. deux. C'est c'est intéressant, c'est comme si vraiment c'est tout ce chemin spirituel que tu as fait, ce chemin d'aller te rencontrer, en fait, peut vraiment servir ce que tu es en train d'expliquer, quoi. C'est Mm. que par la partie supérieure de toi qui rencontre, qui soutient le petit humain que tu es, et il y a une espèce de communication entre les deux qui te permet de vivre ces expériences d'une manière très particulière. Oui, effectivement, c'est aussi euh, dans cette vibration-là qu'on s'est rencontrés, nous, toi, Corinne et moi, on a, on a ça en commun, euh, on est des passionnés de la conscience en fait. Mhm. On se pose ces questions-là. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les échanges avec toi aussi parce que tu as ce recul aussi. En tout cas, on, on essaye en tout cas de rentrer, de s'observer suffisamment et de rentrer suffisamment à l'intérieur de soi et de s'accepter dans toutes nos parts pour, je dis pas essayer de comprendre qui on est, parce que je sais pas si un jour sur cette terre, dans cette incarnation, je comprendrai vraiment la totalité de ce que je suis. Mais en tout cas, de vivre du mieux que je peux avec ce qui m'est donné à vivre ici, avec mon programme de naissance et ma signature vibratoire de naissance, et en même temps, avec, comme tu dis, ma partie, euh, voilà, ma partie supramentale, ma partie esprit, ma partie solaire, en fait. Mhm. Parce que c'est vrai que du coup, il y a une recherche alors peut-être que tu l'exprimerais pas comme ça, mais ou un désir de complétude, Mm, de voilà, une recherche en tout cas fondamentale en toi qui est passée, si je crois bien, par le chamanisme et puis par différents aspects jusque supramental et voilà, et au chemin que tu te crées toi-même maintenant. mm, Et donc tout ce chemin-là, ça a été tout un processus qui t'a amené à l'écriture de ton livre, mm. Nouvel Humain. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus-là? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du chamanisme où ça a été peut-être le premier pas vers cette recherche spirituelle Oui. jusqu'à maintenant? Oui, c'est vrai que ça a été une étape importante. Ça a été une étape qui me convenait à moi dans ce que je suis moi. Je dis pas que il faut absolument passer par là pour obtenir des réponses et se rencontrer plus. Mais en tout cas, pour moi, c'est passé par là. Et, Mhm.
c'était une étape importante. J'avais une trentaine d'années. Ça s'est pas du tout passé d'ailleurs dans le Lot, c'était quand je vivais dans le Tarn-et-Garonne, ça. Et je me posais depuis des années pas mal de questions sur pourquoi la souffrance, pourquoi je porte telle tristesse, pourquoi je porte telle souffrance, pourquoi je vis tels événements. Enfin, et je m'étais intéressée beaucoup au chamanisme, mais d'une façon plutôt, voilà, en lisant des livres. J'avais lu évidemment Castaneda, etc. Et je trouvais ça mais tellement passionnant. Ouais, c'était quelque chose qui m'appelait. J'avais un appel. Alors aujourd'hui, ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment mon âme, hein, donc c'est ma partie. C'est la partie de moi qui porte mes mémoires, en fait, qui a été appelée par ça, mais c'était très juste, euh, parce que je portais des mémoires liées au chamanisme. Donc forcément, dès que je me suis retrouvée dans un cercle de tambours et que les tambours se sont mis à chanter, eh bien, je me suis sentie comme à la maison et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça, là, je suis vraiment chez moi. Donc, effectivement, là, dans ma conscience, là, dans mes corps subtils, ça a réveillé des mémoires et ça a activé des capacités. Donc, les capacités de me mettre en transe, des capacités de voyager dans l'astral, des capacités comme ça, de rencontrer des entités sur des plans différents. Enfin, voilà, ça a été des années assez, ouais, même très très intéressantes et voilà et qui ont été ça a été une étape vers effectivement encore une autre étape après et encore une autre et chaque étape eh bien est nécessaire pour mettre en activation les corps subtils. C'est comme si les corps subtils se préparaient tout doucement à l'étape suivante. Mais l'étape suivante, on la connaît jamais en fait. On ne sait pas. Et moi, quand je faisais du chamanisme, je me suis dit, oh, ben, maintenant, je vais guider, parce que je guidais des cérémonies, des choses comme ça. Et je me suis dit, oh, mais je vais guider des cérémonies jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je m'étais quand même identifiée aussi à ça. Ça avait donné du sens aussi à ma vie. Ça me faisait du bien. Donc, j'avais trouvé là une nouvelle zone de confort, en fait, quelque part. Jusqu'au moment où, eh bien, il y a quelque chose, on va dire, de l'ordre d'une intelligence universelle qui est venue secouer un petit peu tout ça pour me dire, ben écoute, ma chérie, tout ça c'était bien gentil, mais en fait, il y a autre chose. Faut passer à autre chose. Voilà. Donc tu vas sortir de ta petite zone de confort, de la thérapeute holistique, chamanique, et voilà, et voilà aussi du sens que ça pouvait donner. Et puis voilà, puis je voyais aussi maintenant avec le recul, je peux le voir et je peux le dire avec beaucoup d'humour, mais on développe, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, dans ce genre de pratique-là, on développe une forme même d'ego spirituel. Hein. Même si j'étais pas là, genre à prendre tout le monde de haut, mais c'est très insidieux en fait. C'est vraiment dans notre subconscient et du coup, on va chercher toujours à se valider là-dedans. Donc, on va toujours trouver tout un tas de signes de synchronicité qui nous valident dans notre posture. Enfin, moi, je me suis validée dans ma posture de thérapeute chamanique, etc. Parce que, ben, quelque part, si on m'enlevait ça, ben, j'étais plus rien. Ça avait donné tout un sens à ma vie, quoi. Tout d'un coup, ben, j'étais devenue un peu quelqu'un parce que comme j'accompagnais des gens, que ça leur faisait du bien, donc quelque part inconsciemment, ça nourrit quelque chose qui est de l'ordre d'une forme
de pouvoir et d'autosatisfaction d'ego qui est toujours bienveillante. Enfin, moi, dans mon cas, c'était toujours pour faire du bien que je faisais ça, évidemment. On est toujours bienveillant quand on est thérapeute, c'est pour faire du bien, c'est pour guérir, c'est pour... Mais sauf que même ça, bah, ça s'est déconstruit et ça s'est effondré pour que je puisse en voir justement les systèmes et les égrégores inconscients auxquels ça me connectait et que je puisse me dire ok ben maintenant ça c'est vécu mais j'ai plus besoin de trouver un sens à travers ça en fait je vais aller vers autre chose quoi. Oui, oui, je connais bien ça aussi, ça me rappelle quelque chose. C'est toujours intéressant en fait de parler de tout ça parce que bon, je pense que toutes les personnes qui font ce genre d'activité vont se reconnaître quelque part. Si on se regarde avec honnêteté, authenticité, on passe à travers ces chemins-là et c'est chouette de pouvoir les exprimer d'une manière très simple et authentique, hein, franchement. Ouais. C'est de reconnaître ça, c'est important. Voilà, c'est ça. Et je me disais, en fait, donc ce livre-là que tu viens d'écrire, donc Nouvel Humain, il retrace en fait tout ce chemin qui a été fait en toi ou quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce livre. Alors, ce livre, en fait, c'est pareil, je pensais pas du tout l'écrire. Voilà, ça m'est venu comme ça, un élan. Je me dis oui, en fait, ça maintenant, je vais le mettre sur papier parce qu'il y a aussi ce côté voilà, de matérialiser quelque chose. Moi, ça m'a fait du bien déjà de le mettre en œuvre, de le créer. Parce que en le créant, en fait, c'est à moi que je faisais du bien, surtout, parce que je me mettais en vibration pour faire descendre en fait cet enseignement que je connaissais pas encore, puisqu'on semblait me dire que tout ce que j'avais fait avant, il fallait lui dire au revoir et puis passer à autre chose. Donc ça s'est fait vraiment par étapes. J'ai tout doucement ressenti que le chamanisme n'était plus ma vibration, mais que c'était ok d'avoir vécu ça. Je rejette rien, je mets rien à la poubelle. C'était sur mon chemin à moi, c'était nécessaire. Mais après, voilà, je me posais beaucoup plus de questions sur ce que c'est l'âme, sur la conscience, sur ce que c'est que l'amour véritablement. Et donc, j'étais plus dans des transmissions, je faisais des stages et je proposais, donc je transmettais des stages autour de ces thèmes-là. La vibration, la conscience cosmique, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour et puis, quand même, le thème de fond, c'était quand même, il y avait toujours cette idée qu'il fallait quand même se libérer de quelque chose et se guérir de quelque chose. Donc voilà, c'était plus chamanique, mais voilà, c'était plus sur un chemin d'exploration de la conscience, mais sans tout on va dire entre guillemets, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais sans tout le tralala chamanique en fait, et en n'étant plus vraiment connecté avec ces mémoires-là. Et donc j'ai fait ça pendant quelques temps, et jusqu'à l'année 2022, où je me suis retrouvée à la Sainte-Baume. Et c'est ça, en fait, mon livre commence comme ça, en fait. Je témoigne, voilà, de ce moment-là. C'est l'introduction du livre. Si je me retrouve à la Sainte-Baume avec un groupe d'une quinzaine de personnes et d'autres co-créatrices, donc pour un stage de bien-être. Donc là, bah voilà, c'est la Sainte-Baume, c'est Marie-Madeleine, j'avais une des animatrices qui faisait de l'art-thérapie, l'autre animatrice faisait plus de la respiration holotropique, libération de mémoire, et moi j'étais dans mon truc de guérison de la conscience, etc. Sauf que je me retrouve le lundi matin devant mon groupe, et là il y a une quinzaine de personnes qui attendent qu'on commence. Et j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça.
bah, je commence à poser le cadre du stage, les valeurs qu'on va partager pendant toute la semaine. Donc voilà, c'était des stages, ben, on mangeait bio, on mangeait végétarien, on pratiquait beaucoup, beaucoup de méditation. Voilà, on était vraiment dans une posture euh, voilà, de monter en vibration et tout ça, tout ça. Sauf qu'au moment où je vais prendre la parole pour poser le cadre de mon stage, eh bien, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui parle à travers moi et je dis au groupe, et il y a une partie de moi qui hallucine sur ce que je dis. Et je dis au groupe, écoutez, c'est terminé, c'est le dernier stage que je guide, c'est terminé pour moi. Plus jamais je fais ça. Parce que je ne veux plus jamais entretenir chez vous l'illusion que vous avez quelque chose à guérir. Et là, je me suis effondrée et je me suis mise à pleurer. Et en fait, là, il y avait toute la matrice spirituelle qui s'effondrait, en fait. Donc, tout, voilà. Wow, quel moment fort. Ouais, c'était très, 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 très fort. Ouais, quand je t'en reparle, j'en ai encore des frissons partout. J'imagine bien. Ouais, ouais. Je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer. Et en même temps, je sentais que c'était une libération, qu'il y avait quelque chose qui lâchait, quoi. Là, la sauveuse, tu vois, la Vanessa, la sauveuse, Vanessa qui a une mission de vie, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée et il fallait qu'elle s'effondre, celle-là, parce que je l'aime beaucoup, hein. Je l'aimais bien, mais voilà. Et donc là, je me suis retrouvée face à des personnes qui me regardaient avec des grands yeux comme ça. Et en fait, je pense, et d'ailleurs ils me l'ont dit, qu'ils ont reçu ils ont reçu l'information parce qu'ils devaient être là à ce moment-là, hein, pour recevoir cette information, mais comme un espèce de tsunami aussi. Et pour moi, c'est un tsunami. Et voilà, et là, j'ai dit, bah, je ne sais pas maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne savais même pas s'il fallait que je continue à guider ce stage jusqu'au bout. Je leur ai dit, le mieux, c'est peut-être que je parte, parce que je sens en fait que ça vibre plus de... Ouais, c'est plus aligné avec qui tu étais, qui tu es à ce moment-là. Donc, à partir de là, a commencé une nouvelle aventure. Et c'est cette aventure qui est dans le livre Le Nouvel Humain. Parce que les gens qui étaient là, ils m'ont dit, écoute, je pense que c'est pas vraiment... faut pas vraiment que tu partes, parce que ce que tu nous as dit, ça nous a ébranlés. On sentait bien que c'était une autre partie de toi qui parlait. Et peut-être que c'est ça qui est à expérimenter pendant cette semaine-là. Et on sait pas ce qui va se passer. Ça va être l'inconnu. Mais peut-être que c'est justement ça qui va être sympa. Et j'ai décidé donc de rester. Ça a été mon dernier stage, effectivement. Depuis 2022, je n'ai pas réorganisé d'autres stages. Mais ça a été vraiment le plus incroyable à tout point de vue, quoi. Et on a lâché tellement sur les postures de notre conditionnement spirituel. C'était incroyable. Dans ce stage-là, on buvait du vin le soir à table. Il y avait un copain qui n'était pas du tout végétarien qui me disait, oh, mais alors, si on remet tout à plat, peut-être que là, je peux manger mon saucisson. Et j'ai dit, mais oui. Et en fait, pour chacun, en fait, il y a des structures, mais des structures qui étaient vraiment liées à la spiritualité, vraiment des structures très lumineuses, mais qui se sont effondrées à ce moment-là. Voilà. Et depuis, eh bien, c'est comme s'il y avait un dialogue nouveau qui se passe à l'intérieur de ma conscience corporelle avec cette forme d'intelligence. Et je me dis, donc depuis 2 ans, eh bien, me mets en dialogue avec ça. Et ça a donné des pratiques que je partage vraiment à un tout petit groupe de gens, peut-être 2, 3 personnes. On fait des petits trucs comme ça, Skype, mais vraiment, il y a pas grand monde. Je fais pas forcément de pub, c'est vraiment
C'est vraiment pour des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, ben, en fait, on se sent être sur le même élan. On sent qu'il y a tout le chemin de la spiritualité qui a été nécessaire, mais aujourd'hui, c'est comme si il y avait un truc complètement nouveau qu'on peut même plus appeler de la spiritualité, en fait. Et donc voilà, et ensemble, on tâtonne, on laisse en fait cette nouvelle fréquence être et faire, et il en est sorti des exercices pratiques, moi, qui m'ont fait beaucoup de bien, de mise en vibration corporelle et de mise en vibration de la partie de nous qui est l'esprit universel et cosmique. Voilà. C'est tout ce chemin dans le livre que je raconte, mais c'est vraiment très pratique, hein. C'est pas du blablabla, c'est vraiment des pratiques très concrètes qui amènent à une présence corporelle et surtout à pouvoir tout doucement conscientiser chacun avec son propre pouvoir qu'il y a en ce moment eh bien, des parties de nous qui sont en train de fusionner dans nos cellules, quoi, hein. C'est la lune qui rencontre le soleil, quoi, hein. C'est ça, hein. Magnifique, ça donne envie de le lire, ce livre. Alors c'est pas. On a hâte de le voir. Il n'est pas là aujourd'hui, là. Il n'est pas dans tes mains, mais. Je peux pas le montrer parce que il vient juste de sortir d'impression, donc on peut le commander sur le site de ma maison d'édition et bientôt sur la Fnac, Cultura, tout ça. Mais moi, j'attends mon carton avec mes exemplaires pour pouvoir le montrer. Et voilà. Notre temps est écoulé, mais j'ai quand même envie que ça dure encore. J'ai encore quelques questions à te poser sur la numérologie. Tu pratiques maintenant aussi, j'ai vu la numérologie évolutive, c'est ça. Et la question que j'avais à te poser, c'est justement, tout à l'heure, tu parlais d'une empreinte de naissance. Donc, tu dois, j'imagine, donc calculer avec cette numérologie évolutive. Et est-ce que pour toi, cette technique fige en fait l'individu dans cette empreinte de naissance, ou est-ce que c'est comme une couleur de base qui rappelle tout ce qui est l'individu quand il arrive et qu'à partir de là, tout est possible? Ah, très bonne question. Je dirais que est-ce que la numérologie fige la personne dans un programme et dans une case? Ça dépend de comment elle est transmise. En fait, ça va dépendre du numérologue. Si la personne transmet ça de façon assez en fait basique et là j'ai l'impression que c'est beaucoup transmis comme ça dans la numérologie, et bien effectivement c'est c'est comme ça que vous êtes et il n'y a pas moyen de sortir de ça. Moi, à la numérologie, je m'y suis intéressée justement après ce gros bug qui m'est arrivé en 2022. Il est arrivé quelques mois plus tard la numérologie sur mon parcours. Et ça a été vraiment assez intéressant, effectivement, déjà de me rendre compte, moi, de mon propre programme. Et je m'en sers, en fait, justement, pour mettre en vibration la partie programmée de la personne. Parce qu'on a une partie qui est programmée, c'est toutes nos mémoires, c'est notre partie matricielle. En fait, finalement, c'est ce qu'on peut appeler notre âme aussi, qui a emmagasiné toutes ces imprégnations durant toutes ces incarnations. Et donc, cette âme, avec tout le passif qu'elle a choisi dans cette vie ici, en tant qu'être incarné, Vanessa, Corinne, voilà, eh bien certains défis, certains objectifs, une certaine façon de se réaliser, un certain contexte aussi culturel, socio-professionnel, environnemental aussi pour se réaliser. Donc en fait, on se rend compte que
il y a quand même une grande partie de l'être qui est préprogrammée en fait. Alors ça peut un peu faire peur et se dire mais alors on n'a pas de libre arbitre si on est préprogrammé et quelle est la part de choix que l'on a alors il y a quand même une part de choix dans, dans nos incarnations et heureusement et surtout il y a une part de créativité. La part de créativité, de création pure, elle va dépendre du pourcentage d'imprégnation de justement cet esprit universel et cosmique ou de la conscience supramentale, enfin, chacun l'appelle comme il veut, hein, la supraconscience, qui elle est en dehors du programme. Donc pour moi, c'est comme ça maintenant que je me l'explique et que je l'explique dans mon livre, mais j'ai pas la prétention d'avoir la vérité, mais c'est comme ça que moi maintenant je me l'explique en fait. Comment je me l'explique à moi déjà, et c'est déjà voilà comment moi j'arrive à processer dans ma conscience atomique avec tout ce que je suis. Ben on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la peur en fait. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui a peur. Je vais pas essayer de m'en libérer. Je vais pas aller chercher dans ma transgénéralité, dans le transgénérationnel pendant des plombes et des plombes et des plombes pour libérer encore des ancêtres et libérer encore des mémoires et libérer. Parce qu'en fait, ce travail-là, pour moi, hein, il n'est jamais terminé. Mais par contre, simplement, maintenant, je conscientise cette partie programmée en moi. Je conscientise qu'elle est là en fait. Et je suis cette partie programmée et en même temps, je suis la partie universelle et cosmique qui, elle, est en dehors du programme. Et les deux parties, c'est comme si elles avaient besoin l'une de l'autre en fait. Parce que sans le programme, pour moi, hein, s'il n'y a pas de programmation, de naissance, avec tous les défis, les épreuves, tout notre chemin de vie hein, qui se déploie, avec nos forces et nos faiblesses aussi, eh bien en fait, il n'y a pas d'incarnation. Pour moi, le programme, c'est un petit peu la force de gravité qui amène l'âme sur Terre et qui l'amène à s'incarner dans un corps, à prendre un nouveau corps. Donc, à continuer à faire évoluer le monde dans lequel on est, à continuer à faire évoluer la matière, continuer à faire évoluer la conscience. Si elle n'a pas de programme, elle ne peut pas intégrer le monde dans lequel nous sommes en fait. Donc, notre partie universelle et cosmique a besoin qu'il y ait cette matrice, c'est un petit peu cette matrice programmée, certains diront artificielle, mais c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce programme géant dans lequel l'âme va être vraiment aspirée parce qu'elle porte de la mémoire. Et donc ces mémoires, en fait, vont rentrer en résonance avec ce programme géant, pouf, et elle va rentrer, fabriquer un corps, fabriquer de la matière, voilà. Et le fait est que pendant une bonne partie de notre histoire cosmique, pendant beaucoup d'incarnations et pendant une partie de notre vie d'aujourd'hui, ben, on est complètement identifié au programme, inconsciemment, hein, mais on est donc ce qui est généré dans ce qu'on voit se réaliser à l'extérieur de nous, eh bien, c'est déployé par notre programme. Donc, c'est déployé par nos mémoires, par tout ce que là. Quand on commence à conscientiser qu'il n'y a pas que ça dans le cœur de l'atome, il n'y a pas que de la mémoire et du programme, il y a aussi une conscience qui est purement créative et qu'on peut appeler les ondes scalaires, par exemple, hein, les ondes scalaires qui sont des masses de photons qui sont libérées par le noyau de l'atome et qui, au fur et à mesure qu'on les libère en prenant vraiment, en rentrant dans le corps, justement en acceptant l'incarnation, en acceptant le programme, en fusionnant avec le programme, eh bien, ça va permettre en fait à ce programme de se faire réinformer de l'intérieur
ces quantas de photons, de lumière qui émergent du cœur de l'atome. Et donc, tout doucement, notre atome et nos cellules vont changer de fréquence et vont du coup vibrer, pas forcément que le programme de départ. Il y a toujours le programme de départ, mais à l'intérieur, il y a la lumière de l'esprit universel. Et donc là, on va commencer à créer, à pouvoir être créateur à l'intérieur de la programmation. Donc il y a vraiment les deux. Pour moi, hein, je vois ça comme ça, c'est vraiment les deux, la partie lunaire et programmée et la partie solaire et universelle qui fusionnent ensemble. Et ça demande, c'est très subtil, ça demande beaucoup d'amour pour notre programmation de naissance aussi. Ça demande beaucoup d'amour pour ce qu'est l'âme et pour le courage qu'elle a eu de créer toutes ces programmations pour pouvoir à chaque fois s'incarner, parce que finalement, quand on y regarde, c'est quand même beaucoup de souffrance. C'est vraiment une histoire d'amour entre le petit moi et le grand moi. Oui, c'est ça, c'est une histoire, c'est notre plus belle histoire d'amour pour moi qui est à vivre dans cette incarnation. C'est la plus belle histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour de nous-mêmes à nous-mêmes. Et tu vois, même ces derniers temps, je sentais même que ça me disait dans mes atomes, le grand moi, en fait, c'est peut-être la partie qui est incarnée sur Terre. Et que, en fait, le fait de les voir, ce qu'on appelle le grand moi, notre conscience supérieure et la partie incarnée, le fait de les voir d'égal à égal et de se conscientiser nous-mêmes comme en fait être très très grand en fait et être hyper important finalement, parce que si nous on n'était pas là, ce monde-là, il avancerait pas en fait. Tu vois, cet univers, en fait, il n'existerait pas. Il n'existerait même pas. Oui. Donc, quand on conscientise ça, et quand on conscientise que c'est cette partie de nous, donc cet être multidimensionnel que nous sommes sur un autre plan, ben finalement, il a beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce que nous faisons ici. Parce qu'il faut beaucoup plus de courage pour être ici que dans les mondes de l'absolu où tout va bien. Donc, en fait, le grand moi, il est là, quoi. Et ça, c'est vraiment le processus ultime de l'humain. Moi, j'y arrive pas encore, même si je le conscientise, même ça commence à vibrer dans mes cellules, mais il y a encore une partie de moi qui se prend pour un petit moi. Bah, c'est ok. Ouais. C'est ok. Mais je vois bien que ça m'emmène vers vibrer, que la partie humaine, c'est tout autant le grand moi que la partie cosmique. Et ça amène, cette vision magnifique que tu exprimes, amène vraiment à trouver le courage de vivre plein d'expériences différentes et de vivre vraiment à fond comme tu es en train de le faire. Comme j'essaie. C'est une belle démonstration que tu nous fais là. Et je suis vraiment ravie de ce temps qu'il va falloir terminer. Oui, bah oui, ça va. Tu as changé de nom en fait à différents moments de ta vie. Est-ce que justement c'est le reflet d'une ouverture qui fait que tout à coup c'est un espace de toi qui inclut encore plus de parties de toi et du coup qui change de nom? Il y a un peu de ça. Alors après, c'est un changement de nom d'artiste en fait, hein, finalement, parce que moi, mon nom civil, justement le nom qui va avec ma programmation, je l'aime. Hein. Moi, mon nom civil, c'est Vanessa Bourgard. C'est mon nom de ma programmation. Hein. C'est dans ce nom-là, dans toutes les lettres et voyez les consoles, qui a une vibration qui correspond à des chiffres et qui ont fait mon programme de naissance. Et en fait, je le renie pas du tout. C'est celui qui continue à être inscrit dans tous mes papiers. C'est vraiment mon nom. Donc, en fait, j'ai pas changé de nom. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant qu'artiste peintre, en tant que chanteuse, en tant qu'auteur maintenant, on aime choisir un nom qui va nous ressembler. Et puis, c'est un nom qui va être public aussi. Parce que moi, mes concerts, les concerts c'est sous Eden Project, mais j'ai quand même un nom de chanteuse perso qui est Vanessa Soleila. Donc
c'est un nom, on va dire, mon nom civil, qu'il le prend, voilà, qu'il le prend dans ses bras et dit allez, on y va ensemble, on y va C'est ensemble. ça, ouais. Magnifique. Très beau, très très joli. Écoute Vanessa, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était vraiment un chouette moment. Vraiment, ouais, merci d'ouvrir des espaces comme ça et de permettre à des personnes de s'exprimer. Et ouais, tu es une merveilleuse révélatrice. Il faut beaucoup d'humilité pour faire ce que tu fais et je t'honore pour ça. Vraiment, je salue. Alors nous nous honorons mutuellement. Merci beaucoup Vanessa et puis bonne chance à ton livre et à tout le reste. Oui. Et merci. Très bientôt. On va mettre toutes les coordonnées pour ton livre et tout ce que tu fais sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées par suivre voilà, ton chemin. Et à très bientôt. À bientôt, Corinne. Bye.